Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première tribune de l'actualité latino-américaine et caribéenne de l'année 2026. Donc, cette tribune qui sera animée ce soir par Lamia Walalou et moi-même et que nous organisons bien sûr en partenariat avec nos deux collègues Olivier Compagnon et Christophe Ventura. Donc la question qu'on pose ce soir, c'est une question culturelle et nous avons intitulé ce débat culture croisée, point d'interrogation, les échanges culturels entre la France et l'Amérique latine. Alors culture croisée, c'est un beau titre et c'est un titre qui n'est pas de nous, c'est un titre qu'on emprunte à un livre assez classique du Brésilien Mario Carelli sur les échanges culturels, l'histoire des échanges culturels entre la France et le Brésil. Alors au-delà de cet ouvrage qui nous inspire, la mise en avant des liens culturels ou de liens culturels privilégiés entre la France et l'Amérique latine constitue un passage obligé de la rhétorique diplomatique et du discours même des élites latino-américaines depuis le XIXe siècle. L'évocation de ces cultures croisées a d'ailleurs longtemps été comprise à sens unique et désignait surtout la présence, voire l'influence de la culture française en Amérique latine et un phénomène qu'on a pu qualifier en espagnol de afrancesamiento et en portugais de afrancesamento, donc la francisation, si on le traduit comme ça, des élites latino-américaines. Alors le XIXe siècle, si on remonte un peu dans le temps, regorge d'exemples de cette présence culturelle française en Amérique latine, des échos de 1789 à la modernité littéraire avec le romantisme, de l'architecture haussmannienne, aux opérettes d'Offenbach, des robes à la mode de Paris reprises par les couturières latino-américaines, au spiritisme d'Allan Kardec, etc., etc. On a beaucoup d'exemples de cette présence de la culture française en Amérique latine, sans oublier bien sûr l'usage de la langue française qui était à l'époque répandue parmi les élites dont les plus fortunées avaient d'ailleurs un appartement à Paris où elles séjournaient régulièrement. Donc on a une présence culturelle française en Amérique latine qui est ancienne, qui est très forte au XIXe siècle, même si, et de nombreux travaux historiques l'ont montré, cet afrancesamiento n'a jamais été systématique et les relations culturelles entre la France et l'Amérique latine ne seraient bien entendu pas si résumées. Alors pourquoi ? Parce que, on le voit, la francophilie, ce serait lapsus très intéressant, et la francophobie ont en fait depuis longtemps fait bon ménage en Amérique latine, comme en témoignent d'ailleurs les nombreux clichés sur la France, sur les Français, sur les Françaises, qui sont très courants, des représentations stéréotypées qu'on retrouve assez largement dans les pays latino-américains, qui ne sont pas toujours d'ailleurs très sympathiques ou à notre honneur. Donc les Français, sachez-le, ne se lavent pas, ils s'éclipsent sans dire au revoir. Les Françaises sont des femmes légères ou alors des mères maquerelles. Enfin, voilà, on a des clichés qui ne sont pas forcément toujours sympathiques, mais qui montrent voilà, que cette image, elle est peut-être plus compliquée que ce qu'on pourrait en penser. Et autre élément à prendre en compte, d'ailleurs, la référence politique même à la France au XIXe siècle ne renvoie pas seulement à 1789 et à l'émergence d'une modernité politique. Il y a aussi toute l'importance de la pensée conservatrice et réactionnaire française qui a largement été diffusée en Amérique latine. Donc parler de l'influence culturelle française au singulier se révèle bien difficile. Et au fond, ce sont peut-être des Frances, au pluriel, qui sont en jeu en Amérique latine, et ce, depuis longtemps. Donc, quelle France ? C'est peut-être un des enjeux de la discussion ce soir. Alors, autre élément à prendre en compte, cette présence française, on le sait, elle s'est aussi progressivement effacée. Elle n'est plus aussi forte aujourd'hui qu'elle n'a été au XIXe siècle, dans de grands nombres de domaines au XXe siècle, au profit à la fois des États-Unis, et il faudrait rappeler toute l'histoire de la grande vague d'américanisation du monde, d'américanisation culturelle qui a accompagné aussi l'essor de l'impérialisme des États-Unis
depuis la fin du 19e siècle, a été particulièrement forte dans la région. Donc, concurrence des États-Unis et surtout concurrence des cultures nationales aussi, qui se sont largement construites en réaction aux modèles étrangers. Il faut penser à l'exaltation de l'argentinité, par exemple, en Argentine, de la brasilianité au Brésil, etc. etc. Donc, une présence qui s'est peut-être effacée, une présence qui n'a jamais été totale, et surtout des relations culturelles qui ne se sont jamais faites à sens unique et qu'il faut donc, pour les comprendre, aussi mesurer la place des cultures latino-américaines en France, qui sont présentes depuis longtemps. Voilà, il suffit de penser à quelques exemples dans le domaine de la musique, le boom littéraire latino-américain, le cinéma. On a encore des films brésiliens, notamment, qui ont eu pas mal de succès ces derniers temps, dont peut-être L'Agent secret de Kleber Mendonça Filho, que vous avez peut-être vu. Et donc, c'est tout le sens de cette idée de culture croisée que de montrer peut-être cette réciprocité des échanges, donc de réfléchir à la place de la culture française en Amérique latine, mais aussi l'Amérique latine comme un partenaire culturel. Et c'est ce dont on aimerait discuter ce soir. Donc, j'ai fait une longue introduction historique, mais l'enjeu de notre débat, c'est bien celui de l'actualité de ces relations culturelles entre la France et l'Amérique latine, qu'on va aborder peut-être un peu plus spécifiquement, ou avec une focale, en tout cas, très brésilienne pendant cette tribune, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous Anne Louillot. Donc, alors, en quelques mots, on a la chance effectivement d'avoir Anne Louillot qui est diplomate, mais pas une diplomate comme les autres. Donc, je ne vais pas retracer toute ta carrière parce que c'est pas l'objet, mais enfin, en quelques mots, elle a été quand même marquée par ta profonde connaissance de la Russie, de l'Europe de l'Est. Tu as travaillé sur la Hongrie, la Roumanie, tu as été en poste à Moscou. À la fin des années 90, je crois, c'est ça ? Oui. Plus récemment, tu as été ambassadrice en Arménie entre 2021 et 2024, dans un contexte, on va dire, sensible. Et puis, il y a aussi, ce qui nous intéresse évidemment toujours ici, la forte dimension latino-américaine dans ton parcours. Tu as été en poste à Brasilia dans les années 90, mais tu as aussi vécu à Buenos Aires, à São Paulo, à Caracas, à Bogota, peut-être d'autres villes, mais en tout cas celles que je connais. Donc, c'est des villes où tu t'es activement immergé dans la ville intellectuelle, culturelle déjà, et artistique locale. Et quand on s'est connus, d'ailleurs, c'était en 2004, tu étais à São Paulo et tu mettais la dernière touche à ton livre, donc São Paulo en mouvement. Donc là, je crois que la ville venait de fêter 450 ans à ce moment-là, justement. Et donc, du coup, très tôt, la diplomatie culturelle et la coopération sont devenues un axe central de ta carrière. En 2009, tu étais commissaire général de l'année de la France au Brésil. C'est un grand succès, je sais, parce que je vivais au Brésil à ce moment-là. Donc, il y a eu beaucoup de manifestations partout. Et à mon sens, ça a contribué à changer un peu l'image de la France, au Brésil, en enlevant un peu cette image nostalgique pour quelque chose de plus innovant, de plus contemporain. En 2017, tu as récidivé avec une autre saison croisée, avec la Colombie. Ensuite, tu as été poser tes bagages à Madrid en tant que COCAC, donc conseillère de coopération d'action culturelle et directrice de l'Institut français d'Europe, pour diriger un des réseaux les plus denses d'Europe. Et l'année dernière, tu as encore une fois récidivé. Tu as repris donc le commissariat de la saison France-Brésil 2025 avec comme priorité la promotion de la diversité et de l'égalité des droits, et en travaillant, je crois, main dans la main avec la COFA, en fait, en tout cas en collaboration, une partie des projets avec eux. Je crois qu'il y a eu plus de 300 événements dans 15 villes, et tout ça dans un contexte où le Brésil abritait la COP, ce qui était aussi un élément important. Donc c'est une programmation qui était à la fois culturelle et politique, très intense. Donc c'est pour ça qu'on voudrait t'écouter ce soir, nous en parler. Voilà, en quelques petits mots.
Donc merci Anne d'être parmi nous. Pour commencer, peut-être, quel état des lieux on peut faire de cette diplomatie culturelle ou de cette présence culturelle de la France en Amérique latine aujourd'hui, au-delà des discours soit très élogieux qui célèbrent l'amour entre la France et la région, ou au contraire des discours déclinistes qui se plaignent du fait que c'est plus comme avant, on parle plus assez français, etc. Voilà, est-ce qu'on a des éléments pour mesurer un peu la place de la France en Amérique latine sur le versant culturel? Merci d'abord à la Maison de l'Amérique latine de m'inviter ce soir à cet échange. Tout à fait, c'est une excellente idée, je trouve, d'ouvrir l'année 2026 avec les échanges culturels. Et merci beaucoup à Anaïs et à Lamia de leur invitation également. Alors, je voudrais juste faire un tout petit retour sur ce que c'est qu'une relation culturelle. Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons, plusieurs acceptions et plusieurs façons d'envisager une relation culturelle. Il y a la façon qui est indiquée d'ailleurs sur la première page du site internet de l'UNESCO, c'est-à-dire la culture, c'est la mise en valeur des spécificités culturelles de chaque peuple. Et puis, il y a la culture au sens plutôt d'Édouard Glissant. Comme je sais qu'à la Maison de l'Amérique latine, on est aussi un peu chez Édouard Glissant, puisque l'Institut Tout le Monde a son siège ici. C'est-à-dire la culture, c'est plutôt un bouger, c'est plutôt un déplacement, c'est plutôt un tremblement. Et c'est ce qui permet finalement la rencontre. Donc la culture, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas à l'avance. C'est plutôt une énergie qui permet la rencontre. Je dois avouer que cette deuxième, disons, définition, je crois que Glissant détestait le mot de définition, il n'aimait pas être enfermé, à moi personnellement, me convient mieux. Et je pense que la diplomatie culturelle, certes, on est content de défendre la culture française, mais qu'est-ce que c'est que la culture française? On est content de défendre le français. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit surtout et avant tout défendre la rencontre culturelle, c'est-à-dire comment on peut se comprendre les uns les autres et aller plus loin ensemble, c'est-à-dire mêler nos cultures et faire quelque chose d'autre. Voilà. Et c'est ça, pour moi, la diplomatie culturelle. Alors, encore faut-il qu'il y ait des mécanismes qui permettent cette rencontre. Et ces mécanismes, ils sont mis en place par l'État, pas que par l'État. Hein. Maintenant, il y a aussi une diplomatie culturelle qui est développée par les collectivités territoriales, par la société civile, par les universités, enfin voilà, par les institutions culturelles elles-mêmes. Donc en fait, c'est quelque chose de plus divers que ce que ça pouvait être autrefois. Mais moi, étant diplomate, je vais vous parler de ce que fait l'État et la manière dont ça se déploie en Amérique latine. Alors, l'Amérique latine, vous le savez, c'est une terre d'alliance française. C'est vraiment le territoire où se sont développées les alliances françaises. Il y en a encore beaucoup. Hein, sur les 830 alliances françaises dans le monde, il y en a 250 en Amérique latine. Même si ce nombre a chuté récemment, parce qu'il y a moins d'apprenants malheureusement de français en Amérique latine, il y a moins d'alliances, il y a peut-être aussi moins de place pour les alliances face à une offre de cours en ligne, par exemple, beaucoup plus importante. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'ailleurs d'apprenants du français, mais il y a moins d'apprenants du français dans les alliances françaises. Mais enfin, néanmoins, malgré cette chute du nombre d'alliances françaises, on en a encore 250. Et les 30 alliances françaises au Brésil restent quand même assez dynamiques, avec 14 000 élèves. Alors je note que malgré cette présence importante au Brésil, la première alliance française, ça reste le Pérou. Hein. Donc 19 000 élèves, alliance française au Pérou, contre 14 000 au Brésil, qui est beaucoup, beaucoup plus grand quand même que le Pérou. Donc le Pérou reste en premier lieu. 17 000 en Colombie. Donc la Colombie devance également le Brésil. Hein.
et 9 000 en Argentine. Donc les alliances françaises, alors j'ai parlé de l'État, c'est pas l'État, mais enfin l'État soutient les alliances françaises, souvent nomme les directeurs d'alliances françaises, les soutient financièrement, etc. Et donc les alliances françaises sont des outils vraiment très importants de promotion de la langue et de la culture française. On a aussi des instituts français. Ça, pour le coup, les instituts, ce sont des émanations de l'administration française à l'étranger. Donc il y a 6 instituts français en Amérique latine et Caraïbes, ainsi que 2 maisons de France. Et puis, il y a 36 établissements scolaires français. Alors là, les lycées français, c'est aussi des instruments d'influence et des instruments de coopération éducative extrêmement importants, parce que dans la plupart de ces lycées, la majorité des élèves sont des locaux ou alors des étrangers aussi qui vivent dans le pays. Et donc, moi, je considère que ils sont largement aussi efficaces que les alliances françaises en termes de promotion de la langue et de la culture française, les lycées. Il y a aussi 50 espaces Campus France. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers, les espaces Campus France, ce sont des espaces qui permettent, au sein des ambassades, des services culturels, de faciliter la connaissance par les étudiants du pays de l'offre universitaire, de l'offre d'enseignement supérieur française. Et ça, c'est aussi évidemment très très important, parce que ça permet de faciliter l'intérêt des étudiants locaux latino-américains pour l'université française et de les faire venir. Alors je note aussi une particularité, c'est qu'il y a aussi une Casa Europa donc à Rio de Janeiro, qui était l'ancienne Maison de France et qui est maintenant une structure mixte, hybride, franco-allemande avec le Goethe-Institut. Et il y a des choses assez intéressantes. On a un projet qui s'est développé dans le cadre de la saison France-Brésil, dont j'aurai peut-être l'occasion de parler. Et juste pour terminer, je voudrais aussi citer les centres de recherche. Il y a un centre de recherche développé par le CNRS, mis en place par le CNRS et l'Université de São Paulo. Et ça aussi, c'est très important, parce que la relation culturelle, la culture au sens large, inclut évidemment la science. Et ce centre de recherche contribue puissamment à cette rencontre culturelle que j'évoquais précédemment. Voilà quelques éléments chiffrés. Merci, c'est toujours très important d'avoir ces points de vue un peu avec des indicateurs chiffrés, ces points de vue un peu globaux. Mais alors, du coup, comment la France se situe par rapport à d'autres potentiels partenaires culturels de l'Amérique latine? Tu as cité le Goethe-Institut, ils sont assez présents aussi. Est-ce que, voilà, il y a d'autres instituts, les instituts Confucius, enfin voilà. Comment est-ce que, dans l'écosystème un peu plus global, comment est-ce qu'on se situe? Alors, avant de parler de l'écosystème global, parce que ça, c'est effectivement fondamental, il ne faut pas se contenter de s'auto-congratuler en disant « ouais, c'est génial, on a plein de lycées, on a plein d'alliances, etc. » Dire qu'effectivement, on a ce dispositif, mais qu'un dispositif, c'est pas tout. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir des méthodes. Et on est probablement à un moment où il faut réfléchir sur l'évolution de nos méthodes. Nos méthodes doivent prendre en considération l'évolution des sociétés où nous sommes implantés, où notre réseau culturel est implanté. Ces contextes sont moins afrancesados qu'autrefois. Ils ont envie d'autre chose. Ils ont conscience de leurs propres atouts, de leurs propres forces. Donc je pense qu'il faut qu'on soit moins en surplomb, beaucoup plus adaptable, et il faut il faut vraiment qu'on propose résolument la rencontre et qu'on manifeste résolument notre curiosité pour ce que eux ont à offrir. Je pense qu'il y a encore de l'arrogance dans la façon française parfois d'aborder les sujets, d'aborder les relations avec les relations internationales. Donc ça, je pense que c'est ça. Nous sommes dans un moment où il faut qu'on revoie nos méthodes. Il faut qu'on les revoie justement en regardant aussi ce que les autres font. Donc les Goethe-Institut, vous le savez peut-être, mais ont connu une grande crise, une crise financière. Donc ils étaient pas mal implantés, par exemple au Brésil. Je vais surtout parler du Brésil que je connais mieux. Et il y avait 8 Goethe-Institut au Brésil, il n'y en a plus que 4.
Donc les Goethe Institutes ne sont pas forcément dans une situation de grande... Enfin, ils ne sont pas dans un moment, disons, d'affirmation de leur action. Et c'est intéressant que nous puissions d'ailleurs en profiter, parce qu'eux, ils avaient développé beaucoup plus tôt que les instituts une approche beaucoup plus horizontale. Ils avaient par exemple développé des résidences de recherche conjointes, beaucoup des résidences d'artistes et de scientifiques. Et c'est ce qu'on veut développer dans le cadre de la Casa Europa à Rio. C'est justement des résidences conjointes artistiques et scientifiques, et pour des chercheurs qui travailleraient ensemble avec les Brésiliens. Parlons aussi des Cervantes, évidemment, parce que en Amérique latine, le Brésil est un enjeu majeur, puisque c'est le seul pays qui ne parle pas espagnol. Et il y a 150 000 apprenants de français au Brésil. Il y a 6 millions d'apprenants d'espagnol. Donc évidemment, pour le Cervantes, c'est quand même un enjeu important. Il y a 8 instituts Cervantes au Brésil, avec lesquels, à mon avis, on aurait intérêt à travailler davantage. Et puis les Confucius, Lamia, tu as raison, je pense que les Confucius, il faut absolument voir ce que font les Confucius. Moi, quand j'étais à Madrid, j'allais régulièrement voir ce que faisaient les Confucius, l'Institut Confucius. Leur grande force, vous le savez peut-être, c'est qu'ils sont installés dans des universités. C'est des coucous talentueux. Donc, ils utilisent les infrastructures universitaires. Ce ne sont pas du tout des vitrines. Au contraire, ils profitent des réseaux dont disposent les universités. Et par exemple, l'université de l'État de São Paulo, UNESP, abrite un centre Confucius, un institut Confucius, qui, par le biais de l'UNESP, est aussi présent dans 12 villes à l'intérieur de l'État de São Paulo, dans des toutes petites villes. Donc ils font vraiment un travail de pénétration silencieux, mais très efficace, qui leur permet d'identifier des étudiants qu'ils estiment utiles pour leur influence. Ils les font venir en Chine. Et ils sont, par le biais de l'UNESP, aussi présents à Manaus et à São Luís do Maranhão, dans le nord du Brésil. Donc vraiment, c'est un travail vraiment de pénétration très, très important. Beaucoup t'insistent sur la question de la réciprocité, effectivement l'évolution de cette diplomatie culturelle qui ne peut plus du tout être pensée uniquement en termes de rayonnement, qui ne l'est plus d'ailleurs depuis le fameux rapport Rigaud de la fin des années 70, ou du moins qui ne devrait plus l'être. Et donc concrètement, comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en place dans le réseau, bien sûr, mais aussi à travers peut-être surtout cette opération des saisons qui ont été d'abord des saisons étrangères en France, puis qui sont devenues des saisons croisées. Il y a eu même aussi une évolution dans le format même de ces saisons. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler, et puis peut-être nous parler aussi de celle surtout qui s'achève, ou du moins qui vient de s'achever, et dont tu as été la commissaire? Oui, effectivement. Alors, les saisons, c'est un outil un peu particulier parce que c'est un moment. Donc, en général, ça dure de quelques mois à un an. Et c'est souvent le fait du prince, quand même. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, le président se rend dans un pays, ou le chef d'État d'un pays se rend en France et dit, tiens, on va faire une saison. Voilà. Au début, c'est ça. Donc, l'objectif, le défi pour nous, commissaires, c'est de transformer cette commande, parfois très verticale, en un levier pour faire évoluer la relation culturelle entre la France et le pays avec lequel on organise la saison. Et puis aussi de faire évoluer peut-être l'image de la France, tu en as parlé, Lamia, dans ce pays. Alors, comme tu l'as dit, Anaïs, au début, c'est un programme qui a une 40aine d'années. Au début, il s'agissait vraiment effectivement d'ouvrir la France à des saisons, à des scènes culturelles étrangères. Ça a été le cas avec le Maghreb, par exemple, avec l'Algérie, avec le Maroc. Donc évidemment, ça s'accompagnait d'une réflexion aussi sur l'évolution des relations avec des pays avec lesquels, évidemment, on avait un passé extrêmement lourd.
Ça a été le cas aussi avec les pays d'Europe de l'Est juste après la chute du mur, la chute du système soviétique, par exemple avec la Tchécoslovaquie, avant la partition, avec la Hongrie aussi. Donc ça correspondait à des moments particuliers de l'histoire où on voulait transformer la relation avec ces pays, mais il s'agissait d'accueillir leur culture en France. Après, il y a eu effectivement le souhait de montrer la France, montrer une France contemporaine, une France puissante culturellement à l'étranger. Et finalement, est arrivée effectivement plus récemment l'idée de saisons croisées, c'est-à-dire des saisons générales plus courtes, quelques mois dans le pays et en France, et avec une réciprocité. Et c'est ce qui se passe donc avec ces saisons France-Brésil. Elle avait été conçue comme ça, comme une saison croisée. Moi, comme tu l'as dit, Lamia, j'ai également été commissaire de la saison croisée de l'année France-Colombie, saison croisée France-Colombie. Il y a eu aussi la saison croisée France-Portugal, la saison croisée France-Corée. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Peut-être un mot du processus de sélection. Alors, comment ça se passe ? Donc, en général, il y a 2 commissaires, un commissaire français, un commissaire du pays en question. Et puis, il y a un appel à projet avec une sélection de critères. Sur les projets croisés, les critères intègrent la nature croisée des projets. C'est-à-dire que tous les projets doivent être le résultat de collaboration entre structures françaises et locales. Dans le cas d'espèces françaises et brésiliennes. C'est-à-dire que les commissaires ne choisissent plus les artistes qui vont se présenter dans les pays. Ils stimulent des accords, des associations entre structures françaises et brésiliennes. Donc des festivals, tu peux nous donner des musées. Des exemples précis, en fait Ah oui, bien sûr, oui. Par exemple, on a eu un très bel événement à la fête littéraire des périphéries à Rio, la FLOUP, qui est un événement absolument incroyable. Ça s'est passé dans le cadre d'une collaboration avec Étonnant Voyageur, donc le festival de Saint-Malo, et avec Monde en Vue, qui est un festival en Guadeloupe. Donc c'était une sorte de projet triangulaire. C'est eux qui ont... Donc il y a eu une délégation de la FLOUP au festival Étonnant Voyageur, dans la première partie, donc dans la partie brésilienne en France. Et la FLOUP a reçu une délégation française dans la partie française au Brésil. Ça peut être aussi entre deux musées, entre 2 universités. C'est toujours un miroir. Le projet est toujours le résultat en tout cas nous, l'appel à projet qu'on a lancé Institut français, il fallait que les projets soient le résultat d'une collaboration franco-brésilienne qui avait lieu dans le meilleur des cas dans les 2 pays ou seulement au Brésil, si finalement cette collaboration ne se cristallisait que dans un seul pays. Mais dans tous les cas, il fallait que ça soit absolument franco-brésilien et avec une proposition, si possible, inédite. C'est-à-dire on a limité les simples circulations de projets déjà existants. Alors, je vais donner 2 exemples. On a travaillé, par exemple, il y a eu une collaboration entre le CESC de São Paulo, qui est un grand centre culturel à São Paulo, et le musée d'art moderne de la ville de Paris sur une exposition qui s'appelait malheureusement en anglais en France The Power of My Hands, et qui était en fait une exposition très inédite en France dans le cadre de la saison Africa 2020, qui présentait la scène contemporaine en Afrique aujourd'hui, la scène contemporaine féminine, donc des femmes artistes contemporaines africaines. On a présenté cette exposition au CESC de São Paulo, mais en le faisant évoluer, c'est-à-dire qu'en rajoutant aux curatrices, une curatrice brésilienne qui a rajouté des artistes africaines et qui a rajouté des artistes brésiliennes et qui a relu finalement cette sélection. C'est-à-dire que ça a toujours été comme ça. On n'a jamais voulu faire des simples circulations d'expositions. Il fallait toujours qu'une rencontre surgisse, quelque chose se passe. Est-ce que c'est assez naturel ou est-ce que c'est parfois artificiel ? Quelles sont les limites en fait, de faire se produire la rencontre qui n'est pas forcément évidente ? Non, mais tu as absolument raison. Alors ça provoque souvent des frictions et moi j'aime bien ça en fait parce que je pense que s'il n'y a pas de friction, il n'y a pas de rencontre en réalité. Je ne cherche pas nécessairement, en tout cas moi en tant que commissaire, la fluidité. S'il y a des choses qui sont un peu plus rudes, un peu plus ardues, ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose. Et c'est ça le rôle du commissaire en fait. C'est vraiment de faire des points réguliers avec les porteurs de projets français et brésiliens et de leur dire là où vous en êtes, etc. Et quand je voyais qu'on était
était en train de retomber dans un truc archi classique, et ben j'essayais de remettre du poivre, quoi. Les critères, donc il y avait ça, il fallait absolument que ça résulte d'une collaboration franco-brésilienne et il fallait respecter les 3 grandes priorités de la saison qui étaient, comme tu l'as dit, premièrement les questions climatiques et environnementales, deuxièmement les questions de démocratie, d'état de droit et troisièmement les questions de diversité culturelle et de relations avec l'Afrique. Et ces thématiques, elles étaient fixées par le politique ou c'est vous qui les avez choisies, mises en avant ? Dans le cadre de la saison France-Brésil, il faut avoir en tête que c'est Lula qui a proposé à Macron l'idée de faire une saison France-Brésil. C'est quand Lula et Macron se sont rencontrés au mois de juin 2023, Lula lui a dit tout à trac, il lui a dit tiens, si on faisait une saison, parce que Lula avait un très bon souvenir de ce qui s'était passé en 2005 en France et en 2009 au Brésil, donc c'est lui qui a proposé. Et après, ils ont discuté, Macron a accepté, ils ont discuté, ces 3 thématiques sont issues de leur échange. Et il y avait une autre thématique transversale qui était le renforcement de partenariats franco-brésiliens et la relance de la coopération après la période Bolsonaro qui avait été quand même très atone, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait aussi l'idée de commémorer les 200 ans de la relation diplomatique, puisque 1825-26, disons, établissement de la relation diplomatique franco-brésilienne. Pendant leur conversation, ils se sont dit, tiens, on va faire une saison autour de quelle thématique ? Et autour de ces thématiques-là, il y avait la COP30, donc c'était assez naturel de parler des questions, des enjeux environnementaux et climatiques. Il y avait les menaces qui pesaient sur la démocratie. Ça, c'est Lula qui a dit à Macron, voilà, après ce qui nous est arrivé, les menaces de coup d'État, etc., j'aimerais bien qu'on parle de ça. Et puis, les questions de diversité qui sont très, très importantes au Brésil aujourd'hui. Donc, ces 3 thématiques sont issues de leur conversation. Le choix que j'ai fait, moi, c'est de coller pour donner une cohérence à la programmation et pas la laisser revenir dans le lit naturel de la circulation. Et voilà. Et j'ai vraiment tenu à ce que tous les projets s'articulent autour de ces 3 grandes thématiques. Oui, parce que là, tu as amené un petit guide de la programmation. Les 300 projets de la saison française au Brésil. Alors moi, je ne l'appelle pas la saison française au Brésil, je dis vraiment saison France-Brésil, parce que c'était vraiment cette programmation, même si elle a eu lieu au Brésil, elle est, comme je viens de le dire, elle était issue d'échanges franco-brésiliens. Mais il y a aussi eu la saison Brésil-France, donc à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, donc qui était une programmation très riche, qui a été coordonné par mon collègue Emilio Khalil, qui était le commissaire général brésilien de cette saison qui a eu lieu d'abord en France. On comprend bien que les Français s'occupent des manifestations qui sont organisées au Brésil et les Brésiliens s'occupent, eux, de tous les événements de nature brésilienne ou associés au Brésil qui sont organisés en France. Ce que tu as souligné aussi, Anne, déjà dans ton propos, c'est quelque chose qui a pu sembler peut-être curieux, c'est-à-dire au fond la place de l'Afrique et des Outre-mer. Tu en as parlé pour le cas de la FLOUP dans la programmation et dans ce dialogue que vous avez imaginé entre la France et le Brésil. C'est quelque chose quand même d'assez original. C'était une volonté. Comment est-ce que ça s'est traduit aussi dans les faits ? Comment ça a été reçu aussi au cours de la saison ? Je pense qu'avec une saison comme ça, on ne pouvait pas non plus faire abstraction du contexte international extrêmement tendu, de la polarisation, du fait que le Brésil, malgré tout, c'est un pays des BRICS. Et il y a une polarisation nord-sud évidente, qui est favorisée par toute une série de grandes puissances qui y trouvent leur intérêt. Et donc, pour moi, la saison, c'était aussi une façon de dire aux Brésiliens, finalement, nous, on peut travailler ensemble. Ne nous laissons pas enfermer dans cette polarisation. Il y a on a des tas de marches entre nous que nous pouvons parcourir ensemble. Et parmi ces marches entre nous, il y a l'Afrique et il y a les Outre-mer. Nous avons des départements français d'Amérique. Il y a la Guadeloupe, il y a la Martinique, il y a la Guyane avec qui représente la plus longue frontière terrestre avec un pays, en l'occurrence le Brésil. Et c'est dommage de ne pas en faire un levier, de ne pas en faire davantage un levier pour marquer notre proximité avec le Brésil. L'idée, c'était finalement de donner de la visibilité à des proximités
proximité méconnue par les Brésiliens et par les Français. Alors méconnue aussi pour des raisons techniques et logistiques. C'est-à-dire que c'est très difficile d'aller de Guadeloupe au Brésil, de Guyane au Brésil. C'est pas toujours très facile non plus d'aller d'Afrique au Brésil, parce qu'on a fait venir pas mal d'Africains et finalement je pensais que c'était plus facile que ça. C'était pas facile. Question de visa, question logistique aussi, de vol. Enfin bon. Donc c'est pas forcément évident, mais le résultat était incroyable. C'est-à-dire les Africains qu'on avait invités étaient vraiment extrêmement heureux d'être au Brésil. Il y a des collaborations trilatérales qui se sont nouées pendant cette saison. J'espère que ça va continuer. Les ultramarins étaient très contents. Ils ont été totalement découverts au Brésil. Enfin, pas pour tous, mais je sais pas moi, Patrick Chamoiseau, il a eu plusieurs. On a mis en place un programme d'appui à la traduction. Donc, on a eu une 50aine de livres qui ont été traduits dans le cadre de la saison, ce qui a permis aussi de connaître mieux ces œuvres d'écrivains, d'auteurs ultramarins. Donc Chamoiseau, Denetem Tuambona, par exemple, qui est un penseur mahorais, Mayotte. Il y avait Malcolm Ferdinand, qui est un grand un ingénieur environnemental à la base, mais enfin là, c'est un penseur très très intéressant aujourd'hui de la reconnexion avec le vivant. Lui, il est martiniquais. Enfin, tous ces gens sont arrivés au Brésil sans le connaître, et il y a eu des moments de des belles rencontres, enfin des moments de fascination réciproque. Et je pense que ça a très très bien marché. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que ce thème de l'Afrique, ce thème des Outre-mer, ça représente justement des zones de proximité que nous devons explorer, même si c'est pas facile, parce qu'évidemment, les Brésiliens nous ont dit, nous ont dit par exemple, là, vos Outre-mer, en fait, c'est vos colonies. Donc il fallait dire, ouais, effectivement, il y a un fait colonial, d'accord, on est bien d'accord, mais vous, le Brésil, vous n'êtes pas un fait colonial aussi à l'origine. Il y a bien ça, enfin, il y a bien aussi cette ambiguïté-là, quoi. Ouais. Moi, je voulais savoir ce qu'il en était de la réception du public. En fait, quand on parle de la diversité et tout, est-ce que vous avez réussi à toucher des gens qui ne sont pas le lit naturel, comme je disais tout à l'heure, en fait, de cet afracisamento d'avant, et si oui, comment, en fait, et est-ce que ça dépendait de questions géographiques, de thématiques, comment ça s'est fait, ce travail pour trouver un public brésilien qui n'est pas le plus facile, disons, d'accès? Alors, je pense qu'il fallait faire 3 choses. Donc, premièrement, les partenariats. Il fallait travailler avec des partenaires brésiliens qui parlent avec pas les mêmes publics que ceux qui sont nos publics, disons, traditionnels. Donc, la Floupe, par exemple, la fête littéraire des périphéries, ça c'était absolument évident, mais il y en avait d'autres en matière, par exemple, de musique. On a travaillé avec les festivals Serasgoum et Psycha à Belém, qui n'invitent pas d'habitude de musiciens français, mais qui étaient ravis d'inviter des musiciens ultramarins en partenariat avec des festivals de Martinique et de Guadeloupe, avec lesquels on les a mis en contact. Et ces festivals, ils s'adressent à des gens qui ne connaissent pas la culture française, quoi, mais qui ont écouté le zouk grâce aux radios martiniquaises et guadeloupéennes. Voilà, donc c'est via donc les partenaires, via le contenu des projets. Avec la Floupe, on s'était entendu dès le début sur le fait que ça serait autour des écritures africaines et ultramarines. Donc la délégation d'une 50aine de personnes, c'était uniquement des ultramarins et des Africains. Et troisièmement, par le biais de la communication. Par exemple, on a travaillé avec des influenceurs comme Casa Black, qui s'adressent à des publics noirs, afrodescendants au Brésil, et qui donc, n'étaient pas forcément nos publics habituels. Il faut bien avoir en tête aussi que cette affirmation de la majorité noire au Brésil, puisque il y a 54% quand même des Brésiliens qui s'auto-déclarent noirs quand même au Brésil, ça c'est très très important de le savoir. Donc l'affirmation de cette majorité noire au Brésil, disons au cours des 10-15 dernières années, nous oblige aussi. Et moi je me suis adaptée à ça. Je leur ai dit,
bah oui, nous aussi, on a une très très grande diversité via nos outre-mer, mais via aussi notre diaspora africaine en France, qui a aussi été mise en avant dans le cadre de cette saison. En termes de diffusion, vous avez eu des partenaires assez puissants. Là, j'ai amené le catalogue de l'exposition dont tu parlais tout à l'heure, donc version brésilienne de The Power of My Hands, donc Poder das Minhas Mãos, et qui était co-organisée par le CESC. Aussi, ça a été un partenaire assez intéressant pour aller à la recherche de nouveaux publics. J'étais impressionnée aussi par les spectacles de cirque, par la diversité des expressions artistiques qui étaient représentées dans cette saison. Donc, je veux dire que le bilan, j'imagine que tu ne pourras pas dire autre chose, il est quand même très globalement positif, mais est-ce que vous avez rencontré quand même des difficultés ? Est-ce qu'il y a des choses, je pensais que ça allait marcher et ça n'a pas marché, enfin, est-ce que tu as eu des surprises aussi, soit au niveau de la programmation, soit au niveau de la réception, enfin... Oui, il y a des choses, on a tenté, hein. Une saison, c'est aussi tenter, enfin, et tenter, c'est aussi rencontrer, hein. Donc, moi, même quand on tentait que ça ne marchait pas, pour moi, ce n'est pas forcément un échec. Mais on a rencontré des difficultés, oui, auxquelles je ne m'attendais pas forcément. C'était justement dans la relation avec l'Afrique, alors que le Brésil se présente toujours comme finalement en Amérique latine, le pays qui a le plus de relations avec l'Afrique, il y a cette ancestralité africaine. Voilà, donc le Lula avait mis en avant aussi, enfin c'est lui qui est à l'origine d'ailleurs d'une diplomatie africaine brésilienne. Il a ouvert plein d'ambassades, etc. Donc je pensais que ça serait plus facile. Et en fait, ça n'a pas été si facile que ça. Et puis finalement, j'ai trouvé parfois un peu de paresse chez les partenaires brésiliens sur l'Afrique, parce qu'ils se contentent parfois justement de cette ancestralité, de cette intimité historique. Et ils se contentent parfois du récit sur la tragédie de l'esclavage, qui évidemment doit être mis sur la table, hein, s'agissant de l'ancestralité africaine et du Brésil. Et ils ne regardent pas forcément souvent vers l'Afrique contemporaine. Et ça a été parfois pas aussi facile que je l'aurais pensé de nouer ces contacts. Mais une fois qu'on a réussi à le faire, le résultat était super. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des belles rencontres. J'aurais peut-être parlé de 2 projets qui, pour moi, ont été très importants. J'ai cité à plusieurs reprises la Floupe. Je voudrais en citer 2 autres. Vous dire qu'effectivement, il y a eu des projets culturels, du cirque, de la danse, de la musique, évidemment, des spectacles vivants, des arts visuels, beaucoup. D'ailleurs, dans les arts visuels, je voudrais aussi citer l'exposition qu'on a faite autour de la collection Glissant, qui a été présentée pour la première fois. Elle n'a jamais été présentée dans l'Hexagone, mais elle a été présentée pour la première fois au Brésil dans le cadre de la saison, donc à São Paulo, l'Institut Tommy Otake, avec des tas d'artistes, donc français et aussi brésiliens, qui sont dans l'esprit glissant. Donc ça, c'était... Il y a eu un séminaire aussi. Donc ça, c'est un projet que je voulais citer, parce que c'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur, qui a pas été facile, mais dont l'accomplissement, avec toutes les frictions, a été une extrêmement belle aventure. Et puis je voudrais aussi en citer 2 autres, parce qu'à part le spectacle vivant, la musique, etc., on a fait quand même beaucoup de débats d'idées, parce qu'il s'agissait précisément d'affiner, enfin de s'accorder entre ce qu'on pense au Brésil et en France. Et on a organisé 2 grands forums. Le forum Convergence, pour l'ouverture de la saison. Ça, c'était une rencontre entre 40 jeunes Français engagés dans des ONG en France, donc vraiment autour de l'engagement citoyen, et 40 jeunes Brésiliens également engagés autour de ces sujets de défense de la démocratie, défense des droits, égalité femmes-hommes, solidarité économique, enfin l'économie solidaire, hein, qui est beaucoup plus développée au Brésil qu'en France. Hein, donc sur ce sujet-là, par exemple, les Français ont beaucoup appris des Brésiliens. On a travaillé avec la CUFA sur que tu citais, hein, là-dessus. Donc ça, c'est un projet que j'ai trouvé magnifique, parce que les jeunes continuent à se parler. Et c'est des jeunes qui représentent la société civile et qui ont des idées qui vont enrichir la relation franco-brésilienne.
Et un deuxième projet qui est le forum Notre Futur, dialogue avec l'Afrique, qu'on a organisé au mois de novembre à Salvador de Bahia, et qui était justement un moment de rencontre entre des Français, des Africains et des Brésiliens, surtout de la Bahia, autour des lieux communs. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un lieu commun ? Est-ce que l'Atlantique est un lieu commun ? De quelle manière ? Enfin, bon, comment réinventer l'Atlantique noir ? Ça, c'était compliqué parce qu'on l'a construit avec l'État de la Bahia et la mairie de Salvador, qui sont de deux bords politiques différents. Donc, pas rentrer dans les détails, mais c'était assez sportif. Mais finalement, ça a eu lieu. Bon. Et je crois que ça, c'est aussi un projet auquel je suis très attachée parce que je pense qu'il aura aussi des suites. Je voulais te demander justement, comme tu as la chance d'avoir fait celle-ci en 2025 et avant 2009, ta perception en termes de rencontres justement entre celle de 2009 et celle de maintenant, qu'est-ce que ça t'a dit aussi sur ce Brésil, avec tout ce qui s'est passé entre-temps, avec le résultat des années Lula, mais avec Bolsonaro, avec la culture qui a été très attaquée pendant toutes ces années, un pays qui est aussi plus conservateur, voire réactionnaire. Comment était ta perception, justement, de la réception en comparant les deux ? Qu'est-ce que ça dit sur le pays ? C'est une question qu'on pourrait poser dans l'autre sens pour 2005-2025, parce que à la veille d'avoir peut-être le Front National ou le Rassemblement National au pouvoir, c'est la même image qui doit aussi troubler de l'autre côté, en fait. Pas la même, mais en tout cas, c'est une question qu'on peut se poser dans les deux sens. Mais enfin, comme toi, tu le fais dans ce sens. Par rapport à 2009, d'ailleurs, tu l'as dit, en 2009, l'objectif, c'était plutôt de montrer la France contemporaine. Et alors, c'était un peu particulier, parce qu'en 2009, il y avait deux commissaires, un Français et un Brésilien, mais on travaillait on travaillait uniquement sur l'année de la France au Brésil. Et donc, c'était intéressant, parce que le commissaire brésilien nous disaient ce qu'ils avaient envie de voir aussi, de recevoir de la France pour moderniser, pour faire évoluer l'image de la France. Et en effet, je pense qu'on est bien arrivé à montrer une France différente, une France qui s'interroge, et une France très contemporaine. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai relu mon bilan, et dans le bilan, je disais, voilà, j'ai un regret, c'est que je n'ai pas réussi à mobiliser les Outre-mer. J'avais déjà cette idée à l'époque. Mais là, j'ai mis plus d'énergie, j'y suis allée, j'ai essayé vraiment. Et je pense que les Outre-mer avaient envie aussi. Ça a beaucoup mieux marché pour cette saison qu'en 2009. Donc les objectifs étaient différents. Le contexte était différent. En 2009, c'était un Brésil triomphant, quoi. C'est-à-dire, quand je suis arrivée, tout le monde ouvrait toutes les portes étaient ouvertes. Il y avait une forme de grande assurance, quoi, même s'il y avait des fragilités structurelles, mais la manière dont on était accueillis, il y avait cette assurance et encore des restes quand même de cette révérence vis-à-vis de la France, dont on a profité, qui, moi, me gênait un peu, qui compte. Voilà, et qui n'existe beaucoup moins maintenant. Et parfois, il y a des Français qui le regrettent. Moi, je ne regrette pas. Je pense que ça assainit la relation, qui est beaucoup moins cette révérence, et plus une relation symétrique. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans mes interviews dans la presse brésilienne, je disais toujours ça, et souvent ça apparaissait en titre. Nous travaillons une relation équilibrée entre la France et le Brésil. On voit bien que les Brésiliens attendent ça, quoi. Donc ça, c'est un peu une différence. Alors, la manière dont on a été reçu en 2025, on voyait un Brésil beaucoup plus inquiet. Ça, il y avait des inquiétudes. D'ailleurs, on a travaillé justement ce volet débat d'idées de la saison, parler de ces inquiétudes, pour leur dire, nous aussi, il n'y a pas que vous, nous aussi, on est très très inquiets. D'ailleurs, on a les mêmes inquiétudes, voilà. Mais en même temps, moi, j'ai trouvé un Brésil très vigoureux dans sa société civile. Et ça m'a vraiment, vraiment très présent, et je pense que cette vigueur de la société civile, c'est encore démultiplié pendant la période Bolsonaro. Ils n'ont pas eu le choix. Ils ont été obligés de réagir. Et ça a été très enrichissant dans le cadre de la saison, de rencontrer cette société civile brésilienne. Moine, peut-être une dernière question de ma part avant d'ouvrir le débat avec la salle. Comment formuler les choses ? Voilà. À l'heure que nous vivons aujourd'hui, à l'heure du trumpisme agressif, du retour
de la doctrine Monroe, version corollaire Roosevelt. Alors maintenant, on parle même de la doctrine Tunroe, et du retour de ce qu'on pourrait appeler le hard power vraiment sur la scène internationale. Est-ce qu'il reste une place pour le soft power, pour la diplomatie culturelle? Est-ce que c'est une carte à jouer encore pour la France dans la région, dans l'établissement de partenariats stratégiques avec l'Amérique latine? Est-ce qu'on peut encore faire de la diplomatie culturelle aujourd'hui? Est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il y a des gens au-delà de toi, d'ailleurs, qui peuvent y croire? C'est une question en forme de provocation. Tu sais bien que on y croit. Alors, je voudrais juste, parce que le choix des mots, c'est important. Pour moi, la diplomatie culturelle et le soft power, ça n'a rien à voir. Le soft power, c'est un concept américain, c'est-à-dire on travaille la puissance, pas par le biais des armes ou par le biais du commerce, je sais pas, enfin des droits de douane, etc., mais par le biais de la culture, du cinéma, etc. C'est ça le soft power. C'est quand même une question de puissance et d'influence unilatérale. La diplomatie culturelle, en tout cas pour moi, c'est différent. C'est vraiment la diplomatie de la rencontre, de l'échange et de la coopération. Oui, on a besoin. Et quelle est la différence entre la diplomatie culturelle et la diplomatie classique politique? C'est que la diplomatie politique, elle travaille quand même surtout les relations entre les gouvernements. La diplomatie culturelle, elle travaille les relations entre les sociétés civiles. Et oui, il faut plus que jamais travailler les relations entre les sociétés civiles. Parce que les gouvernants, on peut avoir quelques doutes sur leur capacité au niveau international à maintenir un système multilatéral capable de promouvoir la paix et des relations pacifiques entre les nations. Donc, c'est encore beaucoup plus important qu'avant de travailler ces relations entre sociétés civiles, entre associations, entre artistes, entre écrivains, entre universitaires. Oui, bien sûr. Et il y a plein de gens qui y croient. Pour rebondir rapidement, comment on fait ça dans un contexte d'austérité budgétaire où on coupe de plus en plus tout ce qui est budget lié à la coopération, budget lié à la culture? Tu es diplomate, mais enfin, c'est quand même une vraie question. C'est-à-dire, on voit des théâtres français fermés, des bibliothèques fermées, des lycées qui, au lieu de faire venir des profs, vont prendre la femme d'eux ou le mari d'eux, qui est en fait pas vraiment un prof, mais va se reconvertir, ce qui fait qu'il y a un public qui fuit éventuellement ces lycées à cause de ça. Enfin, ça, je l'ai vu beaucoup au Maroc, on le voit au Brésil, je l'ai vu au Mexique aussi. Comment on fait? Non. C'est une excellente question. Alors, je ne vais pas la fuir, hein. C'est pas une façon de la fuir. Alors ça, c'est une réponse vraiment tout à fait personnelle. Moi, je pense qu'on devrait avoir davantage de priorités parce qu'on a moins de moyens, ça c'est comme ça. Et on a toujours des ambitions universelles. C'est un peu une des caractéristiques de la diplomatie française, ce qui fait qu'on découpe notre budget en parcelles de plus en plus ténues. Et je pense qu'on devrait choisir des priorités. Il vaut mieux mettre plus d'argent sur moins de projets. Mais bon, ça c'est... Après, il faut avoir le courage de l'imposer parce que ça suscite évidemment... Ça, c'est une caractéristique de la diplomatie française. C'est que dès qu'on ferme un lycée, alors c'est la cata, on ferme un institut, c'est la cata, etc. Bon, donc il faut avoir le courage de le faire. Voilà. Alors, et comment on fait donc, en l'occurrence, en ce qui me concerne, on travaille en partenariat. Justement, c'est aussi ça pour ça qu'on travaille en partenariat. C'est pas uniquement pour la beauté et la force de la rencontre, c'est aussi que chacun met son écho. Et on travaille avec des mécènes. Donc nous, on avait sur un budget de 6 millions, on avait 1,5 million de mécénat. Donc il faut qu'on travaille il faut que les entreprises privées contribuent à ces actions. Et dans le réseau culturel, on a tous fait. Enfin, moi, je l'ai fait en Espagne aussi. Je pense que il faut travailler en partenariat. Et puis, il faut faire aussi des événements moins gourmands, des choses plus sobres. Ça, je pense que c'est aussi ça, réduire les événements feux d'artifice, faire des choses plus sobres qui donnent des effets à plus long terme. Merci beaucoup, Anne. Je pense qu'il est temps d'ouvrir le débat. En plus, on a, outre le public fidèle de notre tribune de l'actualité de l'Amérique latine et des Caraïbes aussi, des jeunes de l'Université Paris 8 qui sont là. Je crois que c'est très chouette d'avoir
cette classe parmi nous. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. C'était très intéressant. Donc, je me présente. Je m'appelle Rachel Saint-André. Je suis étudiante franco-brésilienne à l'Université Paris 8, à l'Institut d'études européennes. Et je fais mon mémoire de recherche sur la saison France-Brésil, justement. Et donc, en 2022, le Brésil a fêté une date très importante. C'était les 200 ans de l'indépendance. Et on le sait, dans le cadre de l'indépendance et de sa construction d'identité nationale, le Brésil a beaucoup absorbé les mouvements culturels européens. Je pense notamment au romantisme, mais à d'autres. Et ma question est la suivante. Dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on organise une rencontre entre deux États comme le Brésil et la France sans avoir une posture, pour reprendre vos mots, un petit peu trop arrogante et sans donner l'impression de vouloir imposer une culture peut-être supérieure ou une culture un petit peu comme un modèle plus légitime que la culture brésilienne. Bonsoir, merci. Ma question, elle porte plutôt sur, pas regard croisé, mais regard comparé. Vous avez occupé des fonctions dans plusieurs pays du monde et ce que vous disiez sur ce qui reste de l'influence française ou la manière dont l'influence française existe encore en Amérique latine, en fait, c'est des choses que l'on pourrait retrouver dans d'autres régions du monde. Le fait que les élites sont plus ouvertes et donc le français n'est pas la langue nécessairement aujourd'hui unique de l'élite comme elle a pu l'être peut-être au 19e siècle ou même au 20e siècle. Le fait que de moins en moins de gens parlent ou veulent apprendre le français, enfin, c'est des choses qui se vérifient probablement au Maghreb et dans d'autres régions. Donc en fait, finalement, qu'est-ce qui est vraiment spécifique à le rapport que la France a à l'Amérique latine, ou du moins la place de la France en Amérique latine, en dehors de quelque chose de plus structurel qui est le déclin, j'aime pas ce mot-là, mais le retour à une normalité française qui se vérifie par ailleurs dans plein d'autres régions du monde, en Europe de l'Est, au Maghreb, peut-être en Asie ou en Afrique subsaharienne. Alors, pour répondre à la première question, je crois que j'avais un petit peu d'abord félicitations et à votre disposition pour en parler si vous le souhaitez, un peu plus, de manière plus approfondie. Alors, comment est-ce qu'on fait justement pour éviter la posture de surplomb? Je crois que j'y ai un petit peu répondu, c'est-à-dire qu'il faut que tous les projets soient des projets de coopération. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu... J'ai vraiment toujours souhaité qu'il y ait un dialogue franco-brésilien à la base de tous les projets. Par exemple, pour le Forum Notre Futur, il y avait 3 curatrices, une curatrice française, une brésilienne, une africaine. Et d'ailleurs, le dialogue entre les 3 n'était pas facile pour choisir les thématiques, choisir les angles d'approche des tables rondes, choisir les intervenants. Mais voilà, et le résultat est un résultat qui a été obtenu par l'échange et la coopération. Même chose pour, j'ai donné l'exemple de l'exposition au Poder de Minas Mãos. C'était une exposition qui a été proposée en France, mais qui a été amendée au Brésil. Il y avait aussi un partenariat entre le CESC et le Jeu de Paume pour inviter l'exposition Le Monde selon l'intelligence artificielle. Elle a été repensée pour être présentée au Brésil. Il y a eu un nouveau commissariat brésilien. Ils ont ajouté des œuvres brésiliennes avec aussi une nouvelle pensée, parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle ne joue pas forcément le même rôle au Brésil qu'en France. Un dernier exemple, l'exposition sur l'urgence climatique, c'est une exposition qui avait été présentée ici à la Cité des Sciences. Je voulais absolument la présenter au Brésil, mais elle a été réinterprétée avec l'Observatoire du climat de l'Université de Rio de Janeiro, l'UFRJ, qui a changé certains contenus, changé certains commentaires. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune affirmation franco-française. Je crois que c'est comme ça qu'on peut... Il n'y avait pas d'affirmation franco-française, soit c'était des franco-brésiliennes, ou alors on cherchait à montrer une diversité aussi de points de vue dans la France, en France même, avec des points de vue justement ultramarins, diasporiques, etc. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on a procédé. Maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce qui différencie ? Il y a quand même une différence historique, c'est-à-dire que historiquement, il y avait un grand intérêt pour la France, parce que j'imagine, enfin je sais pas, Anaïs et Lamia compléteront, mais j'imagine que l'Amérique latine voulait à la fois échapper
aux anciennes puissances coloniales, l'Espagne et le Portugal. L'Amérique latine voulait aussi échapper à la puissance régionale qui était la puissance américaine. Donc finalement, la France était une forme de recours naturel. Et en plus, la France avait un réseau déjà très large. Il y avait, même à l'époque coloniale, il y avait les maristes, les lazaristes. Enfin, il y avait des lycées, des lycées français qui étaient des lycées religieux à l'époque, mais enfin qui étaient qu'à la base quand même du réseau scolaire français en Amérique latine. Donc il y avait quand même des raisons historiques, ces raisons-là doivent absolument évoluer. Elles forment quand même un substrat qui est différent de ce qui existe dans les autres régions du monde. Vous parlez de l'Europe de l'Est, qui est une région que je connais un peu. On a quand même toujours été, alors on était plus présent en Pologne et moins, aussi pour des raisons historiques, et moins en Tchécoslovaquie ou en Hongrie, où c'était les Allemands qui étaient plus présents, mais il y a toujours eu d'autres puissances. Enfin, l'Allemagne était très puissante, et puis après, évidemment, l'Union soviétique et la Russie. Enfin bon, donc on n'était pas les seuls. Alors qu'en Amérique latine, on apparaissait quand même comme une forme de recours différente. Je pense qu'aujourd'hui, on peut jouer une carte qui est celle, finalement, d'une puissance européenne. Enfin, à mon avis, c'est comme ça qu'on doit repenser notre rôle. Je pense qu'on peut, en Amérique latine, dire, voilà, nous, en tout cas, pays fondateur de l'UE, l'un des pays quand même importants de l'Union européenne, on a envie de continuer à travailler avec vous. Et je pense que c'est particulièrement important aujourd'hui que l'Europe travaille avec l'Amérique latine. Enfin, je pense que c'est vraiment stratégique. Vous n'avez pas du tout parlé du grand voisin du Nord dans les influences des autres culturels, des autres pays. Alors je pense qu'il y a quand même... Il y a quand même quelque chose à en dire, comment ça se passe, comment c'est organisé, voilà. C'est la première question. Et la deuxième, est-ce que les saisons, qu'est-ce qu'il en reste? Quelles sont les répercussions à moyen terme? Et est-ce que ce n'est pas des grands événements qui, en fait, ont des répercussions négatives au niveau budgétaire sur l'argent qui peut être donné régulièrement aux structures plus pérennes? Je veux juste peut-être répondre sur la première partie de votre question et peut-être refaire le lien aussi avec la précédente sur les aspects plus historiques. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de fondamental, c'est l'ampleur de la présence culturelle française au XIXe siècle, au lendemain des indépendances. La France est souvent comparée à une métropole de substitution par de nombreux latino-américains. Donc ça, c'est une profondeur des échanges qui est peut-être plus forte que dans d'autres régions du monde et qui, en plus, n'est pas connectée à une présence coloniale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des espaces qui ont été colonisés par la France pour la plupart. Et donc, ça permet des relations assez différentes que ce qu'on peut observer dans le temps long, dans le Maghreb ou ailleurs, et en même temps des relations anciennes et multiples, très diversifiées, très fortes. Et je dirais que c'est la même chose si on regarde si on prend le problème dans le sens inverse, c'est-à-dire que si on s'intéresse au regard que portent les Français sur l'Amérique latine, on voit qu'il y a une présence des cultures latino-américaines qui est assez ancienne, en fait, qu'on méconnaît, mais qui est assez ancienne, et qui est perçue au 19e, début 20e, à travers un prisme exotique, voire primitiviste, mais qui n'est pas le prisme des colonies. Donc on n'est pas dans des cultures coloniales, il y a aussi un pas de côté. C'est un exotisme qui n'est pas un exotisme exactement comparable à la perception qu'on a de nos propres colonies ou des colonies britanniques. Et donc il y avait une place pour la France qui était liée aussi au fait que Espagne, Portugal sont plus présents, que les Anglais, parce que c'est les Anglais, la puissance très très présente européenne la plus présente en fait en Amérique latine au lendemain des indépendances. Ils sont dans une position de domination et dans une position de présence économique aussi, domination économique très forte. Donc c'est pas forcément là qu'on va rechercher la plupart de ces références culturelles. Donc il y a eu une fenêtre là pour la France et qui explique à mon avis aussi le temps long, qui explique la longue durée de ces échanges, même si on en sort, même si ça s'affaiblit. Du coup cette perception de l'affaiblissement est peut-être d'autant plus forte aussi que
cette culture française a été très très présente à un moment donné. Et ça me renvoie à votre deuxième observation. Pour ce qui concerne la présence des États-Unis, c'est une présence qui est ancienne. La grande vague d'américanisation, elle commence à la fin du 19e, début du 20e, hein, pour les régions latino-américaines. Et elle passe, peut-être que c'est une différence, surtout par des acteurs privés, qui sont aussi des acteurs économiques. Donc on le voit très bien dans le domaine du cinéma, par exemple. Comment Pathé, qui était l'empire mondial et qui était extrêmement présent dans toute l'Amérique latine jusqu'en 1914, disparaît et le cinéma hollywoodien s'impose sur les écrans brésiliens, mais aussi colombiens, mexicains, bien sûr, dès l'entre-deux-guerres. Et cette américanisation culturelle, elle a aussi comme particularité d'avoir été très très tôt contestée, donc fait l'objet d'un grand nombre de réactions, tout en étant extrêmement puissante. Alors aujourd'hui, je ne sais pas comment ça peut se présenter. Peut-être que Anne, tu as quelque chose à dire sur le sujet aussi. Effectivement, j'en ai pas parlé. Vous faites bien de le dire. Alors, parce qu'effectivement, j'avais commencé à parler de l'influence de la langue française. C'est vrai que la langue française, finalement, en Amérique latine, elle se positionne comme deuxième langue étrangère après l'anglais. Aujourd'hui, dans le monde, alors c'est peut-être dommage, mais enfin, c'est une position pragmatique. On ne défend plus le français comme première langue étrangère. Je crois que c'est fini, quoi. Faut être réaliste, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, ça sera la deuxième langue étrangère. Donc, on va pas disputer à l'anglais le rôle de première langue étrangère en Amérique latine. Voilà. Alors, il y a la question de la langue, mais il y a aussi la question de la culture. La culture, elle fonctionne pas de la même manière. On l'a dit, Anaïs l'a dit, je l'ai dit aussi en décrivant la différence entre le soft power et la diplomatie culturelle. Elle passe par les circuits commerciaux en Amérique latine et au Brésil aussi en particulier, via en effet le cinéma, mais aussi les modes de vie. Le mode de vie est très américain, en Amérique latine, les grands centres commerciaux, les condominiums fermés, la voiture, il y a un mode de vie qui est très, très américain. En même temps, il y a une résistance. Et là où on peut se situer, nous, à travers ce qu'on fait, c'est avec la résistance. Et au Brésil, il y a une forme de... alors, je ne voudrais pas utiliser le terme de nationalisme parce qu'il y a une connotation négative, mais il y a quand même le Guaraná résiste au Coca-Cola, par exemple. Alors, les deux boissons sont pas bonnes, mais enfin, quand même, je vois... Oui, c'est trop sucré les deux. Ça me touche beaucoup que le Guaraná résiste au Coca-cola. Je trouve ça très bien. En fait, c'est qu'il faut avoir grandi au Brésil pour apprécier le Guaraná ou les brigadeiros, s'il y a des choses comme ça. C'est difficile au Mexique d'ailleurs, parce que le Mexique, tout en étant très très proche, alors là pour eux c'est vraiment dur parce qu'ils sont juste en dessous des États-Unis et en plus en ayant une économie totalement ouverte à l'économie américaine, ce qui n'est pas le cas de l'économie brésilienne qui est très fermée. C'est aussi pour ça que le Guaraná résiste en fait à d'autres produits, c'est parce qu'en fait on a d'abord de produits brésiliens. Au Mexique c'est très très ouvert, donc on a tous les produits américains. On a d'un côté une grande américanisation de la consommation, un côté suburb justement, mais en même temps on a une culture très très forte, une gastronomie qui résiste, la même chose en fait, cette idée de résistance qui est encore plus touchante, encore une fois, au Mexique, parce que là, c'est vraiment pas simple, en fait. Et alors, comment est-ce qu'on peut les accompagner dans la résistance? Pour reprendre toujours l'exemple du cinéma, c'est par les coproductions. La France est le premier pays de coproduction des films en Amérique latine, et notamment au Brésil. L'Agent secret a été coproduit par la France. Ah oui, il n'y a que des noms français au début. Oui. Donc ça, la coproduction, par exemple, c'est vraiment très, très important. Donc oui, il y a cette influence. Effectivement, on aurait dû en parler, vous avez tout à fait raison. Mais il faut travailler avec les forces de résistance. Pour répondre à votre deuxième question sur les saisons, je crois que je l'ai un petit peu dit, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu les saisons très chères, beaucoup plus chères que celles que j'ai eu le plaisir de coordonner, avec des très très grands événements. On fait plus ça parce qu'on n'a plus les moyens de toute manière, et parce que c'est pas forcément... Enfin, moi, j'ai plus envie de faire ça, personnellement. Je pense que c'est pas ça qu'on attend d'une saison. Donc, il n'y a plus ces grands événements ultra chers. Et par contre... il y a un peu d'argent quand même. Alors, est-ce qu'il faut les mettre dans une saison ou les mettre dans l'activité
quotidienne du service culturel, des instituts, des alliances françaises. C'est un débat qu'on peut avoir. Quand on veut changer les choses, c'est-à-dire réorienter, ouvrir de nouveaux espaces de coopération, il faut quand même mettre un peu les moyens. Donc une saison, en tout cas celle que j'ai coordonnée, elle avait cet objectif-là, c'était de modifier un petit peu, de réorienter, d'ouvrir de nouveaux champs de coopération. Alors, je pense qu'on a réussi à les ouvrir. Maintenant, le plus important, c'est de suivre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de suivi, ça ne servait à rien, ça c'est vrai. Mais en effet, c'est très important d'assurer un suivi, mais là, pour le coup, c'est plus de mon ressort. Est-ce qu'on peut évoquer la saison France-Colombie parce que là, on a un peu de recul. Est-ce que tu as pu avoir justement du suivi sur ce que vous aviez initié quel est ton regard sur cette saison aujourd'hui ? Alors, l'ex-ambassadeur en Colombie pourra aussi peut-être donner son avis, actuel président de la Maison de l'Amérique latine. C'était 2017, c'est ça ? C'était 2017, ouais, c'était 2017. Donc, c'est une saison vraiment aussi très sympa parce qu'elle accompagnait le processus de paix en Colombie. Donc, il y avait quelque chose de vraiment très, très fort et très enthousiasmant. Alors, je sais qu'il y a quelques coopérations qui sont restées. Il n'y a pas eu vraiment de mise en place de procédures très formelles pour accompagner les suites de la saison, ce que je regrette. Mais je sais qu'il y a un certain nombre de projets qu'on avait mis en œuvre dans le cadre de la saison qui ont continué. Par exemple, on avait mobilisé le 104 sur l'ingénierie culturelle. Ils ont continué à travailler en Colombie. On avait développé des projets de réflexion conjointe sur des sujets environnementaux et donc Agir pour le vivant, qui est un cycle de débat à Arles, a maintenant une édition en Colombie à Medellín. Et ça a suivi les débats qu'on avait commencé à organiser. Le grand festival de danse de Cali, qui ne travaille pas du tout avec la France et qui a travaillé avec des festivals français, ça continue aussi. Je sais qu'il y a aussi des collaborations en matière de musique, en matière on a travaillé pour la première fois avec le festival de Manizales, qui est un festival de création numérique, que j'ai découvert avec une grande... tu te souviens, on a découvert avec une grande surprise, perché là-haut, dans cette région, la région du Café, dans une petite ville perchée dans les montagnes, ce festival d'art numérique, donc qui travaille encore aussi avec la France. Donc je pense quand même qu'il y a des choses qui se sont poursuivies. Justement, j'ai une question d'ordre organisationnel sur le budget. Est-ce qu'il est abondé à part égale par les deux pays ? Est-ce qu'il y a des conditions, un peu de ressources pour que ces saisons croisées puissent s'organiser ? Et est-ce que par ailleurs vous aviez des équipes ? Est-ce qu'il y avait des équipes de l'autre côté ? Voilà, comment ça se monte ? Merci pour la question et désolée, parce que j'aurais dû en fait commencer par parler de ça. Vous avez tout à fait raison. Donc, du côté français, c'est un peu rodé puisque c'est un programme d'origine française, même s'il y a d'autres pays qui ont développé ce programme ensuite. Mais donc en France, c'est l'Institut français, donc qui est l'opérateur culturel du ministère des Affaires étrangères et qui est aussi sous la tutelle du ministère de la Culture, qui met en œuvre les saisons. Moi, j'ai été placée auprès de l'Institut français et au sein de l'Institut français, il y a un pôle des saisons, donc une petite équipe d'une petite dizaine de personnes, qui travaillaient avec moi. Dans l'autre pays, souvent, par exemple avec la Colombie, au début, ils me disaient mais c'est quoi ça C'est quoi temporada, estación, c'est quoi ce truc bon. Donc il faut qu'ils s'adaptent, ils créent leur truc et avec les Colombiens, en fait, ils avaient mis en place une petite équipe au sein du ministère de la Culture et la ministre de la Culture, Mariana Garcés, avait été extrêmement impliquée. Elle était vraiment très, très impliquée et souvent présente, d'ailleurs, dans les comités mixtes. Donc, on fait des commissions mixtes, enfin des réunions mixtes, où on sélectionne ensemble à la fois les grandes orientations, les modalités de sélection des projets, et puis où on sélectionne ensemble les projets. Et souvent, je me retrouvais face à la ministre de la Culture. Et on avait aussi un budget commun, même si notre argent restait en France, leur argent restait en Colombie, mais
on avait un budget commun dont on décidait les affectations en commun. Dans le cas du Brésil, nous, on avait un budget pour la saison France-Brésil au Brésil et les Brésiliens avaient leur budget pour la saison Brésil-France, dont celle qui s'est tenue en France. Donc la gestion a été séparée de leur budget et de notre budget. Ça dépend des... C'est normal, hein, chaque saison a son ingénierie et ses modalités d'organisation. Et quelles sont les thématiques d'avenir en général en Amérique latine et comment ça sera financé? Parce que le ministère de la Culture, dans les deux cas de figure, ici et là-bas, sont peu d'argent. Donc, est-ce que c'est 50-50, 40%, ou 60%, 10%, 90%? Et quelle est la durée en général? Et vous voulez parler des futures saisons? Alors, les futures saisons, oui, alors à venir, il n'y a pas de saison, on n'a pas d'autres saisons en Amérique latine, hein, à ma connaissance en tout cas. Il y a eu une tentative de saison France-Mexique qui a malheureusement capoté. Je crois que c'était en 2010, hein, si mes souvenirs sont bons, hein, c'est ça. Et ça a été évidemment une très très grande frustration parce que bon, c'est vraiment le pays avec lequel ça aurait été bien de faire une saison. Il y a une saison avec la Colombie, une saison avec le Brésil. Avec l'Argentine, c'était, si je me souviens bien, un temps fort plutôt Paris-Buenos Aires. Et je ne crois pas qu'il y ait eu de saison avec les autres pays. J'aurais dû vérifier, mais j'ai pas l'impression. 2026, la saison qui va avoir lieu, c'est une saison Méditerranée. Donc ça, c'est un peu différent parce que c'est une saison... Alors, c'est une saison... Évidemment, sur une thématique assez délicate, c'est une saison qui aura lieu en France. Donc, c'est plutôt les cultures méditerranéennes en France. Ça va pas avoir lieu dans les pays méditerranéens. C'est plutôt les cultures méditerranéennes en France. Et je ne connais pas les autres saisons qui seront organisées à partir de 2027. Après, la répartition, effectivement, d'une saison en général, c'est très variable. Parce que, par exemple, pour la Lituanie, il a finalement été décidé, qui a eu lieu, donc la saison lituanienne a eu lieu en 2024. Il a été décidé de ne pas faire de saison française en Lituanie. Les Lituaniens voulaient uniquement une saison lituanienne en France, donc c'est eux qui ont mis l'argent. Ils ont utilisé l'Institut français comme opérateur. Ils ont mis l'argent à l'Institut français. Et leur argent a servi à organiser une saison lituanienne en France pour faire connaître la culture lituanienne en France et dans un contexte aussi où les Baltes avaient envie, pour des raisons que vous comprendrez facilement, de rappeler leur existence à l'Europe occidentale en disant voilà, on est là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très différent. Donc, on peut très bien imaginer que dans une saison, il y en a un qui met 20 et l'autre 80. Hein. Ça dépend des objectifs des deux gouvernements. De la diplomatie culturelle des petits pays est parfois très forte, en fait. Et ça me rappelle pour la Lituanie qu'ils avaient déjà mis en place des choses très importantes au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est quand ils ont commencé à exister pour juste s'affirmer sur la scène internationale. Merci beaucoup, Anne. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je crois que c'était un débat très riche. Cette question peut-être de la diplomatie culturelle versus la diplomatie de la langue, c'est aussi quelque chose dont on pourra continuer à parler. Mais avant cela, je dois, et c'est dans mon devoir, je me dois d'annoncer notre prochain rendez-vous. Donc la prochaine tribune aura lieu le 19 février, qui est comme d'habitude un jeudi. Et on parlera non pas de Trump et de l'Amérique latine, mais plutôt de l'Amérique latine face à Donald Trump. Donc vous saisirez et apprécierez la nuance. Et donc, prochaine rencontre, vous pouvez le noter déjà, le 19 février. Merci de votre présence ce soir.